Leonard Fraser, le violeur de Rockhampton. Leonard John Fraser est un tueur en série et violeur australien qui a avoué le meurtre de 4 personnes, mais en a commis probablement au moins 6, voire plus. Surnommé le violeur de Rockhampton, il a écopé de la prison à vie avant de décéder en détention d'une crise cardiaque. Leonard John Fraser est né le 27 juin 1951 au nord de la région du Queensland dans la communauté sucrière d'Ingham. C'était le deuxième plus jeune de 4 enfants. À l'âge de 6 ans, sa famille déménage à Mount Druitt dans la banlieue ouest de Sydney. Rien n'a laissé penser dans son enfance qu'il pourrait devenir un violeur et un tueur. Son enfance, son environnement, son éducation semblent avoir été des plus normaux, même si son travail scolaire était médiocre. D'ailleurs, il abandonne le collège à 14 ans, durant la deuxième année du secondaire. Il sort donc de l'école en sachant à peine lire et avec du mal à écrire. À l'âge de 15 ans, il est condamné à 12 mois pour vol. Il va les effectuer à la maison de correction pour garçons de Gosford. Peu de temps après avoir été remis dehors, il reçoit une condamnation de 2 ans pour avoir agressé un garde des chemins de fer, puis écope ensuite de nouvelles sanctions pour conduite sans permis, comportement offensant, vol de voiture, allant jusqu'à effectuer 12 mois de travaux forcés. 6 mois plus tard, il sort de prison. Fraser est reconnu coupable de transport de biens volés dans le Queensland, ce qui lui vaut 2 ans de plus en probation. 5 semaines plus tard, il est à nouveau condamné, cette fois à 2 semaines de prison à Townsville pour vol. En 1972, il doit payer une amende de 100 $ australiens pour avoir vécu des revenus de la prostitution. Dans la même année, il écope à nouveau de travaux forcés, cette fois pour 5 ans, à effectuer à la prison de Long Bay pour une autre série de vols. 2 mois avant son emprisonnement, Leonard John Fraser a violé une touriste dans les jardins botaniques de Sydney. Nous sommes le 11 juillet 1974, il est 10 heures du matin. Fraser vient d'être libéré de Long Bay quand il s'approche d'une jeune femme mariée alors que celle-ci marche le long d'une route de la banlieue ouest de Sydney. Il la suit puis l'attaque brusquement par derrière. Utilisant ce qui va devenir sa signature, il lui tord le bras dans le dos, la force à descendre un talus et la viole. S'imaginant que la femme a aimé la relation, il la prend ensuite naturellement par la main et la raccompagne sur la chaussée comme si de rien n'était, avant de s'enfuir. 6 jours plus tard, nous sommes le 17 juillet, il est 21 heures, Leonard John Fraser agresse une autre femme. Celle-ci a 20 ans, elle travaille seule dans un atelier de nettoyage à sec situé à Druitt quand il la suit derrière le comptoir. La jeune femme va chercher un sac quand il l'agresse en la forçant à mettre son bras dans le dos. Il est sur le point de la violer quand il est interrompu dans son geste par des clients qui entrent dans le magasin. Fraser prend alors la fuite sans demander son reste. 3 jours plus tard, à Rooty Hill, il accoste une femme qui marche le long d'une route et échange quelques mots avec elle avant de lui coller un coup de poing au visage et lui mettre le bras dans le dos. La femme tente de lui parler pour le calmer et lui fait croire qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle avec lui et qu'elle se soumettra. Elle suggère même, pour avoir la vie sauve, d'aller chez lui et de le faire dans son lit. Content de son affaire, Leonard Fraser accompagne après l'acte la femme, main dans la main sur la route. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'elle guette le moment où elle va pouvoir s'enfuir. Elle voit une maison proche et s'échappe afin de donner l'alerte. Fraser panique alors et prend la poudre d'escampette. Mais dans la fuite, il laisse son portefeuille avec son certificat de naissance sur les lieux. Ces indices vont permettre à la police de l'appréhender et de le placer en garde à vue. Fraser avoue immédiatement le viol et les 2 précédentes tentatives de viol. Il nie cependant avoir tenté de forcer la femme de l'atelier de nettoyage à sec. « Je n'aurais pas eu à la forcer, dira-t-il aux enquêteurs.
Elle était sur le point de succomber de toute façon. À la grande surprise des policiers, il va même avouer le viol qui a eu lieu dans les jardins botaniques 2 ans plus tôt. La victime était une touriste âgée de 37 ans qui se rendait avec son mari et ses 2 filles à Sydney pour assister à la convention des comptables au pavillon Hordern. La femme venait de prendre des photos du conservatoire de musique quand elle passa devant des bananiers pour aller rejoindre sa famille. Un homme est alors sorti de l'ombre et lui a passé un bras autour du cou. C'était Léonard Fraser qui lui asséna plusieurs coups de poing au visage avec son autre main pour l'assommer et la traîna ensuite dans les sous-bois pour la violer. Interrompu par des passants, Fraser emporte le sac de sa victime, la laissant dans un état de semi-conscience avec de multiples fractures au visage et bien entendu traumatisée. Après avoir livré son récit, il déclare au policier qu'il était heureux d'avoir enfin parlé et avoue même « Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai toujours regretté ». Et il reconnaît que c'est parce qu'il s'est disputé avec son colocataire, il habitait dans une résidence de King's Cross à ce moment-là, qu'il s'est rendu dans le jardin botanique où il a erré pendant un long moment avant de cibler la touriste française et de l'attaquer. Interrogé par un psychiatre de la prison, Léonard Fraser fait savoir qu'au moment du viol de la touriste, il vivait de l'argent que lui versaient les prostituées qui travaillaient pour lui dans les rues de King's Cross. Il révéla également avoir été impliqué dans de nombreuses relations homosexuelles, mais n'avoir pas abusé de ses prostituées. Fraser révéla également au psychiatre qu'il détestait ses parents, ses frères et sœurs, et que son rêve était de faire partie du gang des Hells Angels, oui, le gang de motards. Devant le tribunal de Sydney en décembre 1974, Léonard Fraser plaide coupable de 2 chefs de viol et de 2 chefs de tentative de viol. Le psychiatre expert fait savoir au tribunal que Fraser n'avait aucune conscience des faits et dira « Il utilisera n'importe qui et n'importe quoi à son avantage sans trop réfléchir à ce que ressentent les autres. Il a peu ou pas de contrôle de ses impulsions, il n'y a pas de traitement connu pour ce type d'état psychopathique. » À l'issue du procès, Léonard Fraser écope de 22 ans de prison, avec 7 ans de non-libération conditionnelle. Le juge fait savoir qu'il souhaite que Fraser ne soit d'ailleurs pas libéré à la fin de cette première période. Même sa mère, Daphne Fraser, est heureuse de savoir son fils en prison. « Je me coucherai la nuit en sachant que Lenny ne sera pas là lorsqu'il y aura une nouvelle agression, que ce n'est pas lui. » Léonard Fraser va cependant être libéré après ses 7 ans obligatoires, et à peine dehors, il se rend dans la ville de Mackay, dans le Queensland, et trouve un emploi d'ouvrier dans les chemins de fer. En 1982, il reprend ses mauvaises habitudes en pénétrant dans la maison d'une femme pour lui soutirer les clés de sa voiture. Une fois à l'intérieur, il l'attrape comme à son habitude par le cou et lui met un bras dans le dos. Quand elle va raconter son histoire aux policiers plus tard, elle dira que Fraser lui a permis d'appeler son mari pendant qu'il l'a agressé sexuellement. Il va prendre l'écouteur et dire à l'homme « J'espère que tu vas pas le faire de me tuer. Je voulais juste te prouver qu'on pouvait entrer chez toi par effraction et violer ta miss. » Fraser est une nouvelle fois arrêté, mais va écoper seulement devant le tribunal du district de Mackay de 2 mois de prison pour voie de faits graves. À sa sortie, s'installe à Mackay et se met en couple, fin 1982, avec une femme qui a un fils dans une vieille maison transformée en appartement. Il a avec elle une petite fille et reprend son emploi d'ouvrier des chemins de fer qu'il parvient à conserver durant 2 ans et demi. À la fin de l'année 1985, il va cependant récidiver en s'en prenant à une femme de 21 ans qu'il a traquée durant plusieurs jours alors qu'elle faisait sa promenade sur la plage isolée de Shoal Point, au nord de Mackay. Léonard Fraser l'agresse et la viole brutalement en plein jour. La police comprend très vite, au vu du mode opératoire, à qui elle a affaire, et il est à nouveau condamné à 12 ans de prison. Le juge lui dira « Le viol est l'une des pires formes de dégradation d'un autre être humain et vous ne méritez aucune sympathie. » En prison, il est surnommé Lenny the Loon en raison de son comportement imprévisible. En effet, il explose souvent de colère pour rien et l'équipe de gardiens sait déjà qu'en sortant, il va récidiver. En janvier 1997, Léonard Fraser sort et emménage avec une femme qui se trouve en phase terminale, à Yeppoon, au sud de Mackay, après lui avoir dit qu'il était sans amis et qu'il n'avait nulle part où vivre. Cette femme le visitait et correspondait avec lui régulièrement alors qu'il se trouvait en prison.
La relation devient rapidement sexuelle et agressive, et voilà qu'un jour, alors que la femme est partie pour Brisbane faire des examens à l'hôpital, Léonard la suit et la viole dans la chapelle de l'hôpital. Sa bienfaitrice va mourir 6 mois plus tard de son cancer. Il retourne vivre ensuite à Mount Morgan, dans une ville minière de 1300 habitants au sud-est de Yeppoon, et il ne lui faut pas longtemps pour qu'il se fasse une réputation dans le petit hameau tranquille. En effet, une femme avec une légère déficience mentale vient se plaindre auprès de la police qu'il l'a ennuyée alors qu'elle se trouvait dans un autobus. Fraser est vu errant en ville, aussi bien le jour que la nuit, et il est même repéré devant l'école pour y engager la conversation avec les mères de famille venues attendre leur progéniture. Il fréquente aussi les agences d'emploi, tond des pelouses et conduit les enfants à l'école en échange d'essence ou de bière. Vers la fin de 1998, il emménage dans un appartement de Rockhampton, une ville de 62 000 habitants, avec Christine Wright, 19 ans, une handicapée mentale. Avril 1999, une femme et sa fille de 11 ans viennent habiter dans la chambre d'amis de l'appartement qu'il occupe. Il la loue pour l'aider à payer le loyer. Mais bien vite, la femme déménage, accusant Fraser d'être un peu trop tactile avec sa fille. Finalement, il est expulsé par son propriétaire qui l'a surpris en train d'avoir un acte sexuel avec le chien de Christine dans la cour. Le chien mourra d'ailleurs quelques semaines plus tard, empoisonné. Le 22 avril 1999, il s'en prend à Kera Steinhardt, 9 ans, qu'il enlève alors qu'elle prenait un raccourci à travers un terrain vague en rentrant de l'école. Lynette Kiernan, un témoin oculaire qui vivait en face du terrain, va déclarer à la police qu'elle a vu un homme frapper la petite. Celle-ci est tombée au sol et son agresseur l'a violée. Ensuite, il est revenu avec une voiture et a mis la gamine dans le coffre avant de disparaître. Terrifié, il a fallu au témoin, Madame Kiernan, près de 20 minutes pour trouver le courage de passer un appel à la police, mais déjà la petite Kera Steinhardt est morte. La police comprend tout de suite qu'elle a affaire à Léonard Fraser, à travers la description que le témoin donne du violeur et de la voiture qu'il a utilisée, une Mazda rouge 626. 2 semaines après, elle lui met la main dessus. Très vite, il va avouer le meurtre et les emmener sur le lieu où il a enterré le corps, c'est-à-dire sous un épais lit d'herbe près de l'hippodrome de Rockhampton. La petite fille avait la gorge tranchée. Fraser l'avait recouverte d'un pull vert de son école. Christine Wright, interrogée à son tour, reconnaît avoir fait un tour avec Fraser le jour où Kera a disparu. Il avait arrêté la voiture et lui avait dit de ne pas regarder ce qu'il faisait. Le soir, quand ils sont rentrés, il a nettoyé soigneusement le coffre. La police scientifique prélève des échantillons ADN sur le sang et les cheveux trouvés quand même dans la voiture de Léonard Fraser et découvre qu'ils correspondent à ceux de la petite fille. Il découvre également du sang d'une autre femme sur la charnière du coffre et sur un papier à cigarette qui se trouve dans la boîte à gants. La police a trouvé de nombreux trophées de victimes dans son appartement et les queues de cheval de 3 femmes différentes. Le 7 mai, il est inculpé du viol et du meurtre de Kera Steinhardt. Cette fois, il ne sera pas libéré de sitôt. Fraser plaide non coupable aux accusations qui lui sont reprochées alors qu'il passe en procès au mois de septembre 2000. Il rejette l'assertion qui consiste à dire qu'il a attaqué la petite Kera pour autre chose que pour une gratification sexuelle. Pourquoi a-t-il suivi une fillette de 9 ans dans le parking? Pourquoi l'a-t-il frappée si fort qu'elle est tombée au sol? Pourquoi l'a-t-il déshabillée? La témoin oculaire, Lynette Kiernan, qui avait vu l'agression depuis sa maison, a déclaré au tribunal qu'elle avait également vu Fraser debout à côté de Kera, au feu de signalisation, la veille du meurtre de la petite fille. Le jour de son assassinat, la petite Kera a quitté sa maison, située rue Robasson, et c'est alors qu'elle marchait dans le terrain vague à la lisière de la brousse que Léonard Fraser l'a attaquée par derrière, l'a jetée au sol et l'a violée. Son forfait est fini. Il cacha le corps nu de la fillette derrière un arbre, jeta son cartable dans la direction opposée et revint plus tard pour emmener le corps dans sa voiture et s'en débarrasser. À cause de l'état avancé de décomposition du corps à l'arrivée de la police, il a été impossible de déterminer comment Kera était morte ou si elle avait bien été agressée sexuellement. Heureusement, Fraser avait demandé à la sortie de la maison d'arrêt de Rockhampton à un autre prisonnier de lui fournir un couteau, et c'est avec ce couteau qu'il a tué la petite fille. Durant son procès, Léonard Fraser est resté stoïque, mais il a néanmoins présenté des excuses à la famille de Kera Steinhardt. Je voudrais dire à sa mère et à son père, et je sais que beaucoup de gens ne me croiront pas,
Mais si vous vérifiez mon passé, ce n'était pas mon intention de nuire à un enfant. Je suis désolé que cela se soit passé, et je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Au moins, je vais essayer d'obtenir de l'aide, après avoir été condamné, et tout le reste. Leonard Fraser a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille. Sa condamnation est tombée le 9 novembre 2000. Le juge Mackenzie le qualifie alors de prédateur sexuel de la pire espèce et le condamne à une peine d'emprisonnement à perpétuité indéfinie, sans possibilité cette fois de demander une libération conditionnelle avant 15 ans devant la commission de libération, mais aussi devant la Cour suprême, ce qui veut dire que Fraser ne sortira jamais. Mais Fraser a commis aussi d'autres meurtres. La police pense en effet que Fraser a tué notamment une autre écolière du nom de Natasha Ryan, ainsi que 3 femmes, Julie Turner, Bev Lego et Sylvia Benedetti, qui ont toutes disparu à Rockhampton entre septembre 98 et avril 1999. Natasha Ryan avait 14 ans quand elle a disparu le 2 septembre 98 alors qu'elle se rendait dans son école au nord de Rockhampton, dans la même zone que Kira Steinhardt. Julie Dawn Turner, 39 ans, elle a travaillé avec Fraser durant quelques mois en 98 dans les abattoirs de la ville avant de disparaître mystérieusement le 28 décembre de la même année après avoir quitté la discothèque Airport Liberty en état d'ébriété. On ne la revit jamais. À des amis, elle avait dit qu'elle emménageait avec un garçon surnommé Lenny. Beverly Doreen Lego avait 36 ans quand elle a rencontré Leonard Fraser dans une auberge jeunesse à Mount Morgan en 97. Elle a été vue pour la dernière fois le 1er mars 1999 dans une banque du centre commercial d'East Street. Et quant à Sylvia Maria Benedetti, 19 ans, elle a disparu le 17 avril 1999. Le 23 du même mois, des ouvriers vont découvrir son corps dans un hôtel abandonné du Queensland. Dans la chambre 13, la moquette est trempée de sang. Il y en a sur les murs et le plafond. La police retrouve des fragments d'os sur le tapis. Dans le congélateur du rez-de-chaussée, elle va également découvrir une paire de chaussures noyées dans de l'eau glacée et sale. La victime avait perdu 4 litres de sang. Et les analyses ADN trouvées dans le coffre de la voiture de Fraser démontreront que ce sang était celui de Sylvia Benedetti. Les détectives vont faire sortir alors Fraser de prison et vont l'emmener à bord du jet privé prêté par le Premier ministre à Rockhampton afin qu'il leur montre le lieu des restes de Beverly Lego et de Julie Turner. En avril 2003, il passe devant le juge Brian Ambrose de la Cour suprême. Il va plaider non coupable pour les meurtres de Natasha Ryan, de Julie Turner, de Beverly Lego et de Sylvia Benedetti. Fraser se serait vanté auprès de son codétenu d'avoir poignardé Natasha Ryan alors qu'elle était enceinte de lui. Il aurait ensuite placé son corps dans une tombe qu'il aurait creusée à l'extérieur de Rockhampton. Fraser a reconnu lors d'un entretien avec les policiers le meurtre de Sylvia Benedetti, qui saignait comme un animal, dira-t-il. Il fait savoir également qu'il a rencontré Julie Turner dans un centre commercial et qu'il l'a ramenée chez elle. Un homme qui possédait une boutique en face de l'hôtel Queensland a déclaré au tribunal qu'il avait fait savoir à Leonard Fraser, le 21 avril 1999, que l'hôtel dans lequel il avait tué Sylvia Benedetti était sur le point d'être démoli. Fraser était devenu rouge de colère, avait serré les poings et dit « Ils ne peuvent pas faire ça !» Et 2 jours plus tard, les démolisseurs découvraient la pièce ensanglantée. Durant le procès, les charges retenues contre lui pour le meurtre de Natasha Ryan furent levées, avec la réapparition soudaine de la jeune femme portée disparue plusieurs années plus tôt. Natasha Ryan a dit que sa mère l'avait déposée à l'école le 31 août 1998 et qu'après avoir eu des ennuis avec un enseignant, elle avait décidé que l'école était la goutte d'eau et que c'en était fini pour elle. Elle s'est alors enfuie et s'est réfugiée chez son petit ami Scott Black. Et elle était avec lui depuis, avant de réapparaître au procès. Le 9 mai 2003, après un peu plus d'une journée de délibération, le jury a déclaré Fraser coupable des meurtres de Sylvia Benedetti et de celui de Beverly Doreen Lego, ainsi que de l'homicide involontaire sur Julie Dawn Turner. Le verdict d'homicide involontaire signifiait que le jury croyait que Fraser n'avait pas eu l'intention de tuer Julie Turner. Fraser resta silencieux, le visage rouge, puis il bâilla et tira les mains derrière la tête pendant que les verdicts continuaient d'être rendus. Le 28 mai 2003, il a interjecté appel de sa condamnation pour les meurtres. Le 13 mai 2003, le juge Brian Ambrose l'a condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie pour les 2 meurtres et pour l'homicide involontaire. Leonard John Fraser, 55 ans, va décéder le 31 décembre 2006
dans son sommeil, à l'unité sécurisée de l'hôpital Princess Alexandra. Il était à l'hôpital depuis le 26 décembre lorsqu'il a subi un arrêt cardiaque. 3 médecins s'étaient rendus au Wolston Correctional Center de Brisbane les 14, 16 et 18 décembre, mais n'ont pas réussi à déceler ses problèmes cardiaques. Ils lui avaient en effet diagnostiqué un virus et une simple bronchite.